BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette première librairie de l'écho de l'année. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, Eva Jaco, notre bibliothécaire cette semaine. Et puis tout de suite, on démarre avec nos deux critiques, frais comme des gardons en ce début d'année. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et le critique attitré de la Société d'économie politique. On commence beaucoup à débattre du sujet des retraites, mon cher Jean-Marc Daniel. Alors on va commencer avec votre choix. Vivre heureux longtemps, par Pierre Pestiot et Xavier Flawin, c'est au PUF. Exactement, oui, c'est un sujet qui est dans l'actualité. C'est un livre qui est totalement dans l'actualité. Alors les deux auteurs en plus sont belges. Il y en a un qui est un peu concerné directement puisqu'il va avoir 80 ans cette année. Donc il sait de quoi il parle. Et puis l'autre auteur est un jeune professeur d'économie à l'université de Liège. C'est un livre que j'ai trouvé très didactique, mais passionnant. C'est-à-dire qu'il se pose la question, effectivement, de comment, comme le dit le titre, comment on peut vivre heureux longtemps, comment on peut vieillir dans des bonnes conditions, en disant il y a deux façons d'appréhender le sujet. On peut l'appréhender sur un plan collectif, la société, donc le poids des retraites dans le PIB, les dépenses de santé, et puis une approche plus individuelle, comment un individu doit organiser ce qu'ils appellent sa longévité, c'est-à-dire vivre vieux. Et comme ils disent, il y a une citation de Sainte-Beuve qui dit qu'on ne peut pas vivre longtemps sans vieillir. Il faudra en passer par le vieillissement. Alors il y a un chapitre 2 en particulier qui est extrêmement intéressant parce qu'il compare les éléments qui agissent sur la longévité. La pauvreté. Alors il montre bien que les pauvres meurent plus jeunes que les riches, avec comme conséquence que le niveau moyen des retraités est artificiellement plus élevé que le niveau moyen de ce qu'il devrait être, parce que les pauvres sont morts. Et donc, quand on compare le niveau moyen des retraités aux actifs, ils disent qu'il y a quand même un biais, donc ils reconstituent ce que serait leur niveau moyen des retraités s'ils avaient tous eu la même espérance de vie, la même longévité. Alors, c'est assez amusant, parce qu'ils disent, par exemple, dans le Massachusetts, on s'aperçoit que, apparemment, les vieux sont beaucoup plus riches, sont beaucoup moins riches que dans un certain nombre d'autres États des États-Unis. C'est parce que dans le Massachusetts, les pauvres vivent plus longtemps. Donc il y a ce biais-là. Il parle aussi, donc, effectivement, de la santé. Par exemple, ils disent, est-ce que les dépenses de santé augmentent avec le vieillissement? Ils disent, pas forcément. C'est-à-dire que, d'abord, les gens qui vieillissent au bout d'un certain temps, comme c'est des gens qui ont pris soin d'eux et tout ça, et ensuite, ceux qui ont fait des dépenses de santé en amont, arrivent dans une situation qui est une situation plus favorable au moment où ils sont en état d'être vieux. Et à ce moment-là, effectivement, leur déclin est beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins onéreux. Alors, il y a une considération sur, en termes de dépenses de santé, qu'est-ce qui va véritablement nuire à la société, faire que la vieillesse peut devenir un drame? C'est 4 mots: tabac, alcool, sucre, sel. Et donc, les véritables causes de problèmes, de mort précoce, de vieillissement, mis dans des conditions qui sont extrêmement défavorables, c'est une hygiène alimentaire et une hygiène de vie peu sérieuse et peu rigoureuse avant 65 ans. En particulier, et je dis ça pour nous deux, ils sont favorables à ce qu'ils appellent une restriction calorique, mais ils disent que... Ils veulent nous foutre en régime obligatoire. Oui, sauf qu'ils disent qu'après 65 ans, ça ne sert plus à rien. Oui, donc, alors, moi... donc je vous signale ça. Oui, parce que moi, j'ai encore un peu de marge par rapport à vous, voyez. Oui, hélas. Bon, Christian Chavagneux... Juste pour conclure, il y a un dernier chapitre sur le suicide qui est un peu particulier, mais qui est aussi assez intéressant, même si c'est pas exactement au cœur du sujet. Christian, ce livre qui a l'air assez ovni, en fait. Didactique, c'est sûr. Ça, je partage avec Jean-Marc. Le premier tiers, en fait, c'est un bilan statistique du vieillissement, donc la mortalité, etc. Du vieillissement et du vieillissement en bonne santé ou pas. Il y a voilà. Donc, si vous voulez avoir toutes les dernières stats disponibles avec tout ce que Jean-Marc a signalé sur le fait qu'un quart des pauvres meurent avant d'arriver à la retraite, etc. Tout ça, et voilà, c'est un petit bilan statistique. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était plutôt la suite, c'est les conséquences économiques de ce vieillissement. Parce qu'il y a toute une partie là-dessus. Sur l'environnement, c'est pas bon. Quand il y a trop de gens qui restent plus longtemps, c'est
pas très bon. Sur l'éducation, c'est bon, nous disent les auteurs, parce que plus on sait qu'on va vieillir longtemps, on va vivre longtemps, plus on a tendance à investir dans l'éducation. Donc ça fait plutôt monter l'éducation. Sur les dépenses de santé, j'ai pas tout à fait lu de la même façon le chapitre. J'étais aussi intéressé face à cette partie-là. Ils nous disent, puisqu'on vieillit, qu'on vieillit plus tôt, on est plutôt en mauvaise santé quand on vieillit, forcément les dépenses de santé augmentent. Comme l'a dit Jean-Marc, non, pas forcément, mais moi j'ai pas lu la même chose, j'ai pas lu la même cause. Ce que j'ai lu, c'est que l'innovation médicale qui répondait à ce vieillissement, en fait, les labos nous le font payer très très cher. Et donc si on pouvait avoir un contrôle des prix de l'innovation, peut-être qu'on pourrait avoir vieillissement et aussi innovation, le fait de vieillir en bonne santé plus longtemps et en le payant moins cher. C'est vrai qu'il y a ça aussi dans le livre, mais c'est pas non plus le point cardinal du livre. Ce n'est pas le point cardinal, mais c'est dans le livre. L'effet sur la productivité, est-ce que quand on vieillit, on est moins productif? Alors ici, bien évidemment, sur ce sujet, il y a un auteur américain qui s'appelle David Gallison, qui a fait plein d'études amusantes. Et là, moi, c'est celle qui m'amuse le plus. Elle n'est pas citée par les auteurs, mais je vous la donne. Il compare les réalisateurs de cinéma. Et il dit, regardez, vous avez Orson Welles et Clint Eastwood. Il dit, Orson Welles, à 25 ans, il fait le plus grand film du monde. Clint Eastwood, c'est après 70 ans qu'il fait des bons films. Donc il dit, regardez, il n'y a pas, quand vous voulez, et c'est vrai pour l'ensemble du travail. Il le montre pour la chanson, il le montre pour l'art en général, et bien pour bien d'autres métiers. Vous avez des gens qui sont très productifs très jeunes et des gens qui sont très productifs très vieux. Donc il n'y a pas de règles en la matière. Quelles sont les politiques publiques qu'on peut faire? Il faut de la prévention, bien évidemment, en matière de santé. Il faut une assurance dépendance publique, parce que la dépendance, bien évidemment, ça va être un problème de plus en plus fort. Ils appellent à une assurance dépendance publique. Ils appellent aussi, ce qui vous fera plaisir, messieurs, moins au fait qu'il faut travailler plus longtemps et donc repousser à l'âge de la retraite, etc. Clair, ça. Et il termine en disant, le réchauffement climatique et les problèmes liés au vieillissement vont ensemble et se renforcent malheureusement l'un l'autre. Donc attention aussi à ce sujet, mais on voit vraiment que c'est un livre de 2022-2023 où la question du réchauffement climatique, à part le président de la République qui n'a pas compris que c'était un sujet, ces économistes aussi ont compris que ça va avoir un impact sur le vieillissement. Oui, parce qu'on a maintenant un débat, presque une concurrence en fait, entre quel est le sujet le plus important. Est-ce que c'est le c'est climat? Pas le plus important, le moins. Attention, est-ce que c'est la réforme des retraites? Les deux. Voilà. Bon, très bien, passionnant. Beaucoup de choses finalement dans ce livre. On passe à votre choix, Christian. Alors, autre sujet. Les millions de Mr. Mellon de Romain Huret aux éditions La Découverte. Oui, alors Mr. Mellon, qui c'est Andrew Mellon, qui était donc un héritier, un grand capitalisme américain, qui était banquier, homme d'affaires, et qui, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, était ministre des Finances de beaucoup de présidents républicains, essentiellement dans les années 20. Au début de 32, à la fin 32, Roosevelt gagne, les républicains perdent les élections, Roosevelt gagne, et là, le fisc dit à Roosevelt, écoutez, il semble bien quand même qu'Andrew Mellon, il ait fraudé le fisc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils auraient pu régler ça de manière à l'amiable, mais les New Dealers disent on va essayer d'en faire un exemple. Donc, 1935, procès public de Andrew Mellon, ancien ministre des Finances pendant des années et des années. Donc, Romain Huret, en fait, on savait tout ça. Sauf que Romain, on ne savait pas comment s'était passé le procès. Et Romain Huret a réussi à remettre... Les archives de la justice américaine ont été détruites. C'est trop vieux. Ah bon? Et il a réussi à remettre la main sur les notes prises au jour le jour par l'un des juges qui a laissé ça à sa mort dans une bibliothèque. Il a retrouvé cette bibliothèque et il a retrouvé les minutes du procès au jour le jour. Donc on sait exactement comment s'est passé le procès. Romain Huret, c'est un spécialiste, c'est un historien spécialiste des États-Unis. Et il nous raconte cette histoire. Ce qui fait qu'on a la véritable dramaturgie entre Robert Jackson, qui représente Roosevelt, on va dire, c'est le procureur, et puis Frank Hogan, qui est l'avocat fiscaliste qui va défendre absolument les supposées fraudes. Il essaie de montrer que Andrew Mellon n'a pas fraudé. C'est deux histoires un peu rigolotes, enfin un peu techniques aussi. Mellon a fait une vente qu'il a déguisée en fusion pour pas être imposé sur les résultats de la vente. Et puis, il faut savoir qu'à Moscou, le musée de l'Ermitage vendait des tableaux absolument incroyables à l'époque et que Mellon les a achetés, et pour bénéficier d'une déduction au titre de la philanthropie, il a dit que c'était pour des œuvres philanthropiques, sauf que personne ne les a jamais vus, ces tableaux, il les gardait chez lui. Donc le fisc a dit ça marche pas. Tout le récit est le récit de l'opposition entre les deux personnages, entre les deux avocats, le procureur et l'avocat, mais en fait c'est le récit d'une bataille politique, c'est un procès politique qu'a voulu Roosevelt, entre un New Dealer qui développe les impôts, un impôt progressif qui veut taxer de plus en plus les riches, et de l'autre côté un capitaliste
capitaliste ultra-libéral, on dira aujourd'hui, qui veut absolument tout se prendre pour lui et payer le moins d'impôts possible. Et c'est cette bataille, en fait, qui est racontée dans le livre. Alors, je vous donne la solution, parce qu'en fait, on la connaît déjà historiquement. Andrew Mellon a gagné techniquement la bataille face aux juristes et aux fiscalistes de l'IRS, du fisc américain, mais il a perdu la bataille de l'opinion, parce que, évidemment, la presse, tous les jours, se rendait compte du procès, et à chaque fois qu'on comprenait la façon de l'entre-soi des riches, l'accumulation d'immenses fortunes par Mellon, il était dénoncé à la vindicte publique, et puis il a perdu la bataille politique, parce que c'est les New Dealers, l'intervention de l'État dans l'économie, beaucoup plus de fiscalité, beaucoup plus de protection sociale pour les gens, alors que Mellon était liquidationniste, laissait tomber les petits, ils n'ont qu'à mourir. C'est les New Dealers qui ont gagné pendant 40 ans aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Très bien. Une belle histoire. Jean-Marc Daniel. Oui, c'est une belle histoire. Effectivement, c'est une histoire un peu ténue. C'est quand même une histoire très précise sur les États-Unis. Comme l'a dit Christian, ce que montre assez bien l'historien, c'est que c'est plus qu'un procès, c'est un règlement de compte politique. À plusieurs reprises, il le dit. Il le dit d'ailleurs, Roosevelt voulait absolument abattre Mellon parce que le procès a lieu en 1935 et on est à la veille de l'élection présidentielle de 1936 et Roosevelt n'est pas sûr de gagner. On a une vision très positive maintenant du New Deal, mais à l'époque, les gens disaient c'est un échec. Et donc, il a à ses bases toute une partie du Parti démocrate, notamment du Sud, qui est extrêmement remonté, qui est très populiste, on dirait maintenant. Et donc, il faut que symboliquement, il attaque les grands capitalistes. Et ce que je reprocherais au livre, c'est qu'il prend un peu trop la position des Rooseveltiens et effectivement, il dit, voilà, les capitalistes en face, ce Mellon, c'était pas un personnage. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Ça pas de vous. Mellon, je l'ai trouvé d'autant plus sympathique qu'il a gagné. Sur le plan judiciaire pur, il a gagné. Deuxième élément, son avocat n'a pas arrêté de plaider qu'on était en train de confondre une certaine habileté fiscale qui consiste à essayer de payer le moins d'impôts possible et la fraude fiscale pure et simple. Il dit que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, l'auteur, à un moment donné, dit finalement, il tombe un peu comme Al Capone. Je trouve ça un peu excessif de comparer un ancien secrétaire au Trésor, certes libéral, avec Al Capone. Et à la fin des fins, effectivement, ça se résout par le fait qu'il donne sa collection pour faire un musée. Et Roosevelt fait l'inauguration du musée en disant bon, mais tout ça, c'était un petit malentendu, maintenant tout ça se termine bien. Donc on voit derrière tout ça tout le côté politique et à la limite abusif qu'il y a dans l'attitude de Roosevelt. Donc je serais moins enthousiaste pour Roosevelt que l'auteur. Passionnant. Merci, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Eva Jacot qui nous emmène dans le métaverse. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Eva, vous nous emmenez finalement dans un monde inquiétant demain avec effectivement le roman réaliste d'anticipation, les liens artificiels de Nathan Devers qui était candidat au concours. Exactement, Nathan Devers, il est assez jeune, il a 25 ans, il est écrivain normalien, agrégé de philosophie et c'est son deuxième roman et il s'intéresse à l'impact du numérique sur nos vies et au métaverse. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on parle de la couverture qui résume finalement toute l'histoire du roman. En fait, on y voit un narcisse se pencher non pas sur un lac pour voir son reflet, mais sur un écran de téléphone, sur un réseau social. Alors l'histoire, ça se passe à la sortie du confinement, au sortir de la crise sanitaire. Ouais. Et le héros, c'est un trentenaire qui a du mal un petit peu à renouer avec la vie, à retrouver un job, une vie normale. Et il découvre, alors il est accro aux écrans, et il découvre ce qu'on appelle l'anti-monde. En fait, c'est un métaverse, c'est un nouveau métaverse, et il intègre ce monde. Et c'est en quelque sorte une cible privilégiée, et il va se retrouver piégé dans ce monde. Oui, mais alors c'est un monde qui à la fois ressemble au nôtre, et qui donc finalement peut subir un peu les mêmes critiques ou qui est questionné un peu de la même façon finalement. Ah oui, exactement. C'est vraiment un monde similaire, c'est un monde de synthèse et donc c'est un monde dans lequel on a des avatars et lui, le héros, crée son propre avatar, ce qu'on appelle dans le livre un anti-moi. Alors il repart à zéro dans ce monde, il fait plein de choses, il fait tout ce qu'il n'a pas pu faire, tout ce qu'il n'arrive pas à faire dans la vraie vie. À la base, c'est un pianiste
optimiste, qui est vraiment qui galère, et donc il devient riche. Il a investi dans les crypto-monnaies. Il vit vraiment une vie merveilleuse. Et donc le virtuel prend complètement le pas sur la vie, sur le réel. Les fantasmes sont réalisés. On a même le droit de tuer dans ce monde. Enfin voilà, on a droit au meurtre. Ça va assez loin. Et puis finalement, au bout d'un moment, le héros, il émet des doutes sur ce monde, sur ce métaverse, et il finit par se suicider en live sur Instagram. Alors, c'est pas du tout un spoil, puisque le roman commence comme ça, c'est vraiment les premières pages du roman. Et donc, le héros s'est rendu compte que le monde dans lequel il vit, c'est une vraie farce, en fait. Et il se suicide dans le métaverse. Non, il se suicide dans la vraie vie. Décidément, on n'a pas fini de trouver cet univers trouble. Mais finalement, ce qui est étonnant, c'est que il est un peu... c'était mieux le monde d'avant, alors que finalement, il est quand même très jeune. Exactement. Il a 25 ans, donc c'est un peu... déjà, c'était mieux avant. Oui, c'est un petit peu ça. En fait, à travers ce récit, Nathan Devers, il fait une analyse prospective, je pense qu'on peut le dire. Il veut sensibiliser la jeune génération face aux dérives du numérique, à la dangerosité justement du numérique. Et il dénonce donc aussi l'addiction aux écrans, à la virtualisation de nos vies, au fait que, en fait, à travers ces mondes-là, on vit un peu par procuration. On fait des choses qu'on ne ferait pas dans la vraie vie. Enfin voilà. Et donc, pour conclure, on peut dire qu'il questionne ces nouveaux mondes qui permettent certes toutes sortes de libertés, mais qui excluent complètement le réel. Et ben voilà, une approche par le roman de ce sujet qu'on n'a pas fini d'aborder, qu'on a déjà abordé avec Frédéric Simotel ici, le métaverse. Merci beaucoup Eva Jacot. Et maintenant, on revient dans le monde plus réel, celui que nous fait parcourir chaque semaine Benahouda Abdelhaim, notre globetrotter. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, alors nous on a un peu oublié l'impact de l'euro sur nos vies. Et là vous vous penchez sur l'impact de l'introduction donc de la monnaie européenne en Croatie. Oui, la Croatie qui est à présent le 20e État membre de la zone euro. Il est forcément publié de la recherche académique abondante autour de cette nouvelle qui confirme au passage combien la monnaie unique conserve son statut de pôle d'attraction contre vents et marées. Alors ce document est en provenance de Hongrie, un État membre de l'Union européenne résolument en dehors de l'euro et qui ne va certainement pas dans le sens espéré par Zagreb. Zenit Ziljak de l'Institut des Affaires étrangères et du commerce de Budapest se livre ici à une critique systématique en règle de ce qu'elle estime être une décision hâtive, comme si ce pays avait voulu juste rejoindre un club prestigieux, je cite. Alors cette chercheuse hongroise souligne que bien que la Croatie ait rempli l'essentiel des célèbres critères d'adhésion prévus par l'Union monétaire, elle n'est pas parvenue à satisfaire celui qui a trait à la dette publique rapportée au produit intérieur brut. On est à 80% en 2021, alors qu'en principe, ça devrait être 60%. Mais le plus important, elle considère que l'État croate perd un outil parmi les plus importants de sa gestion de son économie, la politique monétaire, alors qu'il n'a pas encore bâti cet État croate une économie suffisamment forte et compétitive autour d'une politique budgétaire stable et des institutions efficaces. Et à cet égard, le fait que la croissance économique croate, très dépendante du tourisme, n'ait pas été supérieure de longue date à la plupart de celles des autres États d'Europe centrale et orientale serait tout à fait révélatrice et alarmante. Facteur encore plus inquiétant, toujours selon ce rapport hongrois, l'écart de productivité du travail en Croatie avec le reste de l'Union européenne. En 2013, elle ne représentait cette productivité du travail que 72,2% de la moyenne de l'Union européenne. Le niveau en 2021 non seulement ne progresse pas, mais il a diminué d'un demi-point. Zenita Ziljak pense qu'en conséquence, cette précipitation de la Croatie, à ses yeux, à rejoindre l'euro pourrait avoir des effets négatifs sévères. En tout cas, elle s'en montre certaine de ce point de vue-là. Alors, prend la direction du Danemark ensuite, Benahouda, avec une étude assez étonnante. Est-ce que finalement, ce qui compte dans notre trajectoire socio-économique, c'est quoi le plus important? Est-ce que le fait que les parents soient immigrés? Est-ce que c'est le milieu dont on vient à la base? Oui, alors c'est un jeune docteur danois, Mathias Fjelle Gaard Jensen, issu de l'école de commerce de Copenhague, qui est un spécialiste de l'économie des revenus, qui publie cette étude. Sa démonstration ici avec Alan Manning qui est un grand nom de la London School of Economics, c'est qu'au Danemark, la classe sociale dont on provient
dont provient un enfant s'avère un facteur plus déterminant que le lieu de naissance de ses parents. Ah ouais. Alors c'est un document de recherche qui suit les enfants des années 1980. Et il se confirme que ceux dont les parents sont immigrés gagnent actuellement en moyenne, annuellement, environ 9 000 euros de moins que ceux dont les deux parents sont danois d'origine ou bien nés sur le territoire danois. Somme toute, rien donc qui puisse étonner un observateur un tant soit peu averti. Mais le désavantage disparaît, et plus encore lorsque l'on se concentre non pas sur cette différence d'origine, mais sur les critères de qualification, d'emploi et de revenus des parents. Et là, les auteurs parviennent à une conclusion tout à fait essentielle. À antécédents socio-économiques similaires, ces enfants d'immigrés nés dans les années 1980 gagnent davantage en moyenne que leurs compatriotes, leurs semblables nés de parents danois. Et en fonction des profils, il ne s'agit pas de l'épaisseur du trait, vraiment. On a des tableaux très précis à cet égard. Cela peut aller jusqu'à environ 4 000 euros de plus par an pour ces enfants d'étrangers nés sous une bonne étoile, entre guillemets. Alors l'exploitation des données jointes paraît tout à fait poussée. Et il y a bien entendu des nuances. C'est le rôle de ces études-là en fonction de ce qui est, si l'un ou les deux parents sont immigrés, le genre, le pays d'origine, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça nous dit une chose, ça remet en perspective certaines sentences sur un lien intrinsèque entre le niveau d'intégration culturelle à la société danoise et puis le degré de réussite socio-économique de ces enfants une fois arrivés à l'âge adulte. Passionnant, et puis alors effectivement qui bouscule les idées reçues. Et on termine, Benahouda, avec les perspectives entravées du gouvernement à gauche en Amérique latine. Alors oui, l'élection à la présidence du Brésil de Luiz Inácio Lula da Silva a, semble-t-il, aussi beaucoup intéressé les chercheurs chinois, dès lors que le Brésil représente, rappelons-le, le pôle latino-américain du groupe des BRICS. Alors voici ce travail rédigé par Jiu Zhang, l'Institut de l'Amérique latine de l'Académie d'études internationales à Pékin. Nous y avons eu accès via une lettre spécialisée chinoise qui s'appelle Pekingnology. Cette chercheuse se garde de tout optimisme sur le retour du président Lula. Elle explique méthodiquement, vu de Chine en tout cas, que la gauche latino-américaine contemporaine ne peut plus escompter le même élan, le même enthousiasme que lors de la vague du début du siècle. Elle souligne combien l'essor de cette première vague a été lié à l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, qui avait ouvert un immense débouché pour les ressources naturelles de l'Amérique latine, du Brésil, de l'Argentine, et que ce facteur moteur s'est normalisé depuis. Et puis à présent, les lunes de miel, je cite, entre l'électorat et les nouveaux élus de gauche durent de moins en moins longtemps. L'opposition entre les branches exécutives et législatives se révèle de plus en plus intense, ce qui fait que la gauche latino-américaine peut de moins en moins faire passer ses choix politiques, ce qui se ressent alors dans le fonctionnement même des administrations publiques. Et en arrière-plan, il y a, nous dit-elle, une situation de concurrence régionale toujours davantage compliquée, exacerbée, où l'objectif de coopération économique à l'échelle latino-américaine, qui devrait être essentiel, reste lettre morte du fait de rivalités que les pouvoirs de gauche ne parviennent toujours pas à surmonter entre eux. Et l'experte chinoise finit par juger que cela fait aussi les affaires des États-Unis, qui ne verraient pas de manière favorable une quelconque revitalisation de l'intégration latino-américaine. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Passionnant, hein, c'est au fil des semaines, ces approches qui viennent du monde entier sur des sujets que nous, on a peut-être l'habitude un peu de traiter à notre façon, avec notre regard européen. Et je trouve que c'est d'une richesse absolument formidable. Merci beaucoup, Benahouda. C'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Une étude de la Banque d'Angleterre. Vous savez qu'après la crise de 2007-2008, on a essayé de caper les bonus des traders en disant ils prennent trop de risques et si les risques arrivent dans 4-5 ans après, c'est pas grave, ils ont touché les bonus. Donc on va dire que, donc c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai dans l'Union Européenne, on va caper les bonus à une fois le salaire fixe et pas plus. 2 fois si le conseil d'administration est d'accord, et au moins 40% des bonus seront donnés de manière différée. C'est-à-dire si vous avez un gros bonus aujourd'hui et qu'on s'aperçoit 3 ans après que vous avez pris trop de risques, on peut vous reprendre jusqu'à 40% des bonus. Efficacité ou pas? C'était 2008-2010. Voilà, on est 12 ans après. Est-ce que ça a été efficace ou pas? La note montre que ça a été complètement contourné. On est plutôt proche de 175% que de 100% pour la part le poids des bonus par rapport au fixe. Et les banques, quand on arrive à 175%, arrêtent de donner des bonus et commencent développent de plus en plus le fixe et
pour compenser le fait qu'on puisse éventuellement reprendre une partie des bonus, il développe aussi le fixe. Donc le fixe, en fait, a beaucoup grossi. Les salaires des traders britanniques n'ont pas baissé du tout. Jean-Marc Daniel. Alors moi, c'est un livre sur l'Inde. Vous savez, l'Inde est à la mode en ce moment, et puis l'Inde est devenue le pays président du G20. Et donc ce livre s'appelle L'Inde contre vents et marées. Il a été écrit par Claude Blanche-Maison. Claude Blanche-Maison est un diplomate qui a été ambassadeur à New Delhi. Assez souvent, les ambassadeurs, soit ils sont trop loin du pays dans lequel ils sont, ils gardent une espèce de distance assez aristocratique, ne fréquentant que l'élite. Au contraire, ils sont trop proches, ils sont enthousiasmés. Là, je trouve que le livre est assez équilibré. À bonne distance. Il est à bonne distance. Et donc, pour découvrir ce pays dont on annonce qu'il sera bientôt non seulement le rival, mais plus que le rival, le vainqueur de la Chine, je conseille la lecture de ce livre. Vous savez qu'il y a un des 10 plus grands fléaux de l'économie mondiale, selon The Economist, c'est l'administration indienne. Oui, c'est pas impossible, mais il explique assez bien d'ailleurs justement comment depuis le Congrès ça n'arrête pas de s'améliorer. Merci beaucoup à tous les deux. C'était la première librairie de l'écho de cette année 2023. C'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.